Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens en cette fin de mois. Et aujourd'hui, c'est un podcast qui me tient tout particulièrement à cœur puisqu'on va faire un one-shot en fait dans ces podcasts sur Sens, un one-shot sur Sens Néant avec Simon et Colline, les auteurs, attention, de Théo Cali. Ça me fait très très plaisir de vous recevoir pour ce podcast. Colline. À nous aussi. T'as la pêche, la patate? Bah carrément. Mon petit Simon. Tout va très bien. Toujours au top. Toujours au top. Toujours au top. Et Ravi puis, d'être là. Emmanuel. Salut. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a 3 personnes et 3 niveaux par rapport à Sens différents. C'est-à-dire que Emmanuel, qui a fait la campagne, maîtrisé la campagne plusieurs fois, et qui a même fait en tant que joueuse la campagne de Sens Néant, donc là qui est bien instruite. Il y a Colline, qui a lu les livres, mais qui n'a pas encore maîtrisé, donc là qui va découvrir l'univers la suite, une lectrice qui découvre la suite, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et il y a toi, Simon, qui est totalement Vierge. néophyte, vierge de sang, c'est-à-dire que tu as même quasiment... Complètement vierge. Voilà. Donc là, il y a plusieurs niveaux et donc ça va nous permettre d'avoir un peu votre ressenti sur chaque truc. Et puis, je suis aussi très heureux de vous avoir pour ce podcast One Shot parce que Sens Néant, c'est un jeu dont la structure ressemble beaucoup à Théo Cali, votre propre jeu. Vous avez pu vous en apercevoir parce que pour ce podcast exclusif, exceptionnellement, j'ai dû vous décrire l'univers un petit peu avant, sinon on s'en sortait pas en termes de timing. Donc vous en êtes un petit peu aperçu que c'est un petit peu la même structure. Et donc du coup, d'avoir le retour de personnes qui ont déjà travaillé sur ce genre de structure, c'est très important pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Et puis surtout, vous avez fait un podcast one shot avec nous sur Théo Cali. Exact. Et juste au retour des choses, c'est normal que je vous présente mon travail. Je vous ai tapé sur la gueule pendant le podcast sur Théo Cali. J'ai fait mon naïf et mon animateur comme d'habitude. C'est normal que vous puissiez maintenant m'en foutre plein la gueule sur Sens Néant. C'est pas Donc notre ça- genre. Non, on n'est pas comme ça, nous. Donc vengez-vous, faites-vous plaisir. Alors, donc, Sens Néant, rapidement. Au niveau de l'univers, on va enlever tout le côté méta-sens. Donc les joueurs habituels de Sens n'auront pas toutes les révélations. On va jouer seulement au jeu de rôle. Parce que théoriquement, dans Sens Néant, c'est un personnage de l'histoire qui vient faire jouer les personnages des joueurs à un jeu de rôle. Autrement dit, c'est un jeu de rôle dans le jeu de rôle. Donc, mais ça, on va l'enlever pour jouer et se contenter uniquement de la fiction que propose Sens Néant, à savoir de jouer des créatures sétentriennes. Donc dans Sens, on sait que les ruines de Dieu ont été découvertes par une ancienne civilisation, proche un petit peu de l'Atlantide dans le trip, une civilisation de savants, de personnes éclairés qui ont découvert Dieu, qui ont synthétisé ces fameuses runes et qui ensuite ont disparu dans de mystérieuses circonstances. Tiens, non, un peu comme les Mayas, les Aztèques, tout ça, tu vois, Simon, tu vois, Colline, un petit peu dans ce trip. Bref. Donc, et comment ils ont découvert ce fameux Dieu? Ils l'ont découvert parce qu'ils avaient des sens différents de ceux que possèdent les êtres humains, à savoir 2 sens différents, à la place du goût et de l'odorat. Ils ont 2 paires d'yeux centraux et symétriques, une pour voir la vue comme nous, et une qui s'appelle l'alvéa qui permet de voir dans les ombres. Si la vue révèle le monde réel, la vue, l'alvéa, elle permet plutôt d'avoir accès à sa propre subjectivité, à son propre inconscient, en observant dans les zones d'ombre, les zones laissées par la lumière, c'est donc abandonné par la lumière, les zones d'ombre, en observant son propre esprit, ses propres rêves, et on les voit apparaître en filigrane comme des espèces d'ondes lumineuses, colorées, qui passent des visages, etc. Ça, c'est l'alvéa. Et puis le mantis, qui est un sentiment qui est assez proche de la psychométrie, c'est-à-dire qui est un sens qui permet de capter les sentiments. J'ai dit un sentiment proche de la psychométrie, je veux dire un sens proche de la psychométrie, qui permet de capter les sentiments, en fait. Donc, et fort de ces 2 sens supplémentaires, le jeu propose de jouer des personnages, on va dire, extraterrestres, des myriadiens, qui vivent sur une planète qui s'appelle Myriade. Et on va voir, en fait, le but du jeu, c'est d'explorer l'univers en respectant, bien sûr, le canon sensien, mais d'explorer l'univers par le prisme de ces sens inconnus et d'en tirer toutes les conséquences en termes sociologiques, anthropologiques, j'ai envie de dire, mais ce ne sont pas des anthropos, ce sont plutôt des sétentrios, sétentriologiques, on va dire, mais d'essayer d'explorer l'univers. Et le but, c'est de créer un dépaysement chez les joueurs et une esthétique fascinante, de créer, par exemple, l'intérêt du mantis, c'est que tous les objets parlent, parce que tous les objets ont une essence sentimentale, une situation existentielle. Et donc, du coup, par son mantis, on va pouvoir discuter avec une tasse, discuter avec une table, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est la proposition du jeu, c'est d'explorer un univers nouveau.
Le système, il est assez parallèle à celui de Sens, sauf qu'à la place des faits, on trouve des liens. Autrement dit, les joueurs sont définis par un ensemble de liens qui sont de la forme je suis attaché à, j'éprouve des sentiments pour, etc., etc. Et ces liens, on va pouvoir, au cours des différents conflits, au cours des différents struggles, on va pouvoir ce qu'on appelle des nœuds dans le sens, c'est pas très élégant les nœuds, mais ça correspond à cette idée de lien qui se noue, etc. Donc, au cours des nœuds, donc des conflits, on va pouvoir les faire jouer pour comparer les forces en présence et déterminer qui remporte le conflit. Donc voilà, c'est très simple. Il n'y a pas de dés, hein, c'est un système sans dés où on compare ces liens. Et si tu as plus de liens pour, par exemple, l'enjeu du conflit, c'est l'amour de la princesse. Si tu as plus de liens avec la princesse, c'est toi probablement qui va le gagner. En gros, je simplifie à gros traits. Comment est-ce qu'après on explore l'univers? On le creuse, un petit peu comme dans Minecraft finalement, on fait du crafting avec l'univers. On va utiliser ce qu'on appelle le rayonnement, soit un stock de points, un pool de points, les points de rayonnement, et on va les utiliser, les dépenser pour effectuer des rituels qui vont nous permettre de forger des éléments, de forger des sphères, de forger de nouveaux myriadiens. Typiquement, vous savez qu'un couteau, du coup, peut parler, une arme peut parler, donc si elle a brisé un septentrien, si cette arme a tué un septentrien, si elle l'a brisé, on va pouvoir interroger l'arme qui l'a brisé pour résoudre l'affaire. Et oui, puisque tout peut parler dans Sens Néant, on va pouvoir utiliser son mantis pour interroger la lame. Mais seulement la lame a des mantis assez simples. Elle a des sentiments trop simples pour pouvoir énoncer le mantis, le nom de celui qui l'a utilisé pour tuer, par exemple. Donc on va utiliser ces points de rayonnement pour complexifier la lame, lui donner de nos propres liens pour la complexifier, la rendre plus forte. Et donc, par exemple, la lame va devenir, par exemple, une lamellée, puis un oiseau, puis cet oiseau va devenir ensuite une chimère, donc un truc plus évolué, puis jusqu'à un septentrien. Sachant que plus on complexifie les objets, plus ils deviennent intelligents, plus ils deviennent doués de sentiments, plus ils deviennent capables de faire des mouvements, etc. Voilà. Donc, le but, c'est d'inventer, de créer, de forger son univers en même temps qu'on fait progresser son perso. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus déjà? Non, Emmanuel? c'est très clair. Non, pas de problème. Simon? Colline? Très bien. Voilà. Juste pour dire aussi que chaque lien a une intensité. Donc un lien de 10, c'est un grand lien d'amour. Par exemple, si toi, Simon, je suis lié à 5 à toi, ça veut dire que tu es un super pote. D'accord? Par exemple, je pense que Colline, elle a plutôt un lien à 9, 10 pour toi, je pense. Je ne connais pas la nature de votre relation, mais voilà, vous êtes... Ah, tu veux dire dans la vraie vie? Oui, Ah oui. dans la vraie vie, oui, dans la vraie vie. J'allais dire non à Voilà. 5. Donc voilà. Bon, et voilà, ils sont amoureux, tout ça. Donc voilà, logiquement, ils ont une bonne intensité. Après, en plus d'une intensité, les liens ont une nature élémentaire. Ça, c'est assez important. C'est que dans Sens Néant, l'univers est structuré par 6 mantis atomiques, 6 sentiments primordiaux, que sont l'eau, le feu, l'air, la terre, la lumière et l'ombre. Et en fait, chaque lien est ce qu'on élémenté, emprunté à un élément, une nature élémentaire qui l'accompagne. Si par exemple, toi, Simon, tu aimes Colline à 10 en feu, ça veut dire que tu l'aimes avec passion, avec fougue, avec acharnement, etc. Si tu l'aimes plutôt à 10 en eau, c'est-à-dire que tu l'aimes calmement, doucement, tendrement. Si tu l'aimes en lumière, ça peut vouloir dire que tu es attaché à toutes les connaissances qu'elle t'apporte, tout le savoir qu'elle te confère. Si tu l'aimes en ombre, c'est plutôt un amour assez malsain, c'est-à-dire qu'elle te met mal à l'aise et justement c'est ça qui te plaît, t'aimes le déséquilibre, etc. Et d'ailleurs, un lien, tu peux très bien dire je suis attaché à Colline 10 en feu et je suis attaché à Colline 10 en ombre et les mettre côte à côte sur ta fiche de personnage. Par exemple. Voilà. Alors sachant que Simon, tu ne vas pas te jouer toi-même dans ce sens, hein, tu vas faire un personnage, je te rassure. Hein. D'accord. D'ailleurs, Romaric, je me posais la question, amour, c'est dans tous les éléments. Tu l'as mis lorsque tu l'as décrit. Oui. T'as mis amour dans tous les éléments. C'est un des seuls d'ailleurs, c'est le seul qui est commun aux 6 éléments. Il y a plein de petits secrets comme ça et de petits mystères dans Sens. L'amour, effectivement, est présent dans tous les éléments. C'est-à-dire que c'est... Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand dans le background de Sens, c'est bien précisé
que les opposés s'attirent et que vraisemblablement l'amour a l'air d'être d'un élément assez important, proche de la gravité universelle, etc. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que là on commence déjà à rentrer dans la métaphysique du jeu, mais effectivement tu as bien vu que l'amour était présent dans tous les éléments lors de J'ai l'œil du lynx. Ouais, bien vu, bien vu. Donc voilà. Donc il y a aussi cette nature élémentaire qui est importante. C'est important pourquoi ? Parce que si vous allez forger par exemple un champignon, vous allez lui mettre de l'ombre, parce que les champignons, vous savez que ça pousse que dans l'obscurité. Vous allez lui mettre un peu de terre, parce que ça pousse dans la terre, etc. Et ça va vous permettre, en fait, cette nature élémentaire de savoir, en gros, en mélangeant les éléments, à quelque chose près à quoi ça va ressembler. Alors, le personnage qui vient raconter ce jeu de rôle au PJ, au personnage des joueurs dans Sens, lui, il explique que, bien sûr, aucun être humain ne peut concevoir, ne peut imaginer ce que c'est d'être un septentrien, parce que, justement, on n'a pas les sens adéquats, on vit pas dans leur monde, mais par contre, on peut imaginer, et on peut, par anthropomorphisme, essayer de se projeter quand même dans... Donc, on va faire beaucoup d'anthropomorphisme. Évidemment, si je vous décris à un moment donné que vous êtes en train de vous nourrir d'une pomme dans un verger, ça veut dire que vous vous nourrissez de ces sentiments, d'accord ? Mais ça veut pas dire que vous êtes en train d'en manger comme un être humain en mangerait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout va être imagé comme ça. Il y a une espèce d'anthropomorphisme nécessaire à la compréhension du jeu. Donc évidemment, peut-être que sur Myriad, il n'y avait pas de champignons. Et puis il faut voir aussi que comme ils parlent, comme ils ont du mantis, je vais pouvoir vous dire le champignon est heureux de vous voir. Enfin, des trucs complètement insensés comme ça, on va en faire plein. Donc voilà. Ça va là-dessus ? Tout est bon ? Pas de Parfait. problème. Ouais. Globalement, sinon, au niveau de la situation politique des personnages, vous êtes appelé... Myriad est dirigé par un dirigeant qui est on va dire, enfin, donc l'univers est dirigé par un dirigeant qui est qui est décadent, et vous êtes une unité d'élite qui est appelée pour le protéger. Donc ce dirigeant s'appelle Aziliz, je ne dis que ça. Voilà, pour ceux qui connaissent ça parle. Pour ceux qui connaissent pas, bon, oui, d'accord, super, on est content. Donc voilà, en tout cas, on va jouer maintenant, je pense. On va essayer de faire une partie la plus intense possible. Hein, j'espère que vous aurez une intensité de 10 pour Sens Néant après cette partie. Il y a des chances. Allez, on joue, c'est parti. Bon, voilà, fin de la partie. Partie assez courte. Combien de temps à peu près ? J'ai pas compté. Moi, je dirais pas plus de 2 heures, Ouais. personnellement. Moi, j'ai voulu faire un raccourci. J'ai pas vraiment fait de problématique pour la partie. Alors, logiquement, on doit construire chaque épreuve autour d'une problématique et il y a des petits problèmes à résoudre pour arriver à la résolution de la problématique. Là, j'ai voulu vraiment faire simple. J'ai séquencé une séance de telle manière, une autre de telle manière. Puis bon, on a arrêté tôt parce qu'on veut aussi enregistrer ce podcast dans des conditions décentes et pas être complètement mort. Très bien. Ça va bien ? Très très bien. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire sur le système de jeu, des trucs qui vous ont paru bizarres ou... Qui veut commencer ? Moi, je crois laisse sans voix. que ta question, elle est un peu trop... Enfin, elle est trop réductrice. Enfin, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse un truc un peu plus général, comme on ressent, non ? Je sais pas. Ok, ouais, ça marche. Parce que là, s'il y a des problèmes sur le système, non, sauf ce que je t'ai dit quand tu m'as dit « Oh, mais tu sais, t'avais des points d'XP, tu aurais pu... Ah oui, j'y ai pas pensé, mais comme je disais, le problème en 2 heures, c'est que tu peux pas avoir toutes les possibilités de la règle, tu peux pas forcément y penser, et donc c'est vrai que du coup, il y a des trucs auxquels on n'a pas pensé dans nos actions, mais d'un autre côté, ça va enrichir les prochaines parties, et on se dit voilà, on a encore des choses à découvrir, on a encore des choses à utiliser, c'est intéressant aussi. Et comme je disais, si en 1h30 on pouvait découvrir tous les recoins d'un jeu, finalement, est-ce qu'on aurait intérêt à jouer plus d'1h30 ? Voilà. Moi sur ces parties-là, je suis quand même toujours un peu frustré parce que bon, on a envie de montrer plein de trucs forcément quand on est auteur d'un jeu, mais Sens Néant, Sens en général, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, je pense que c'est un jeu qui nécessite d'avoir un peu d'expérience du jeu, c'est-à-dire que tu vas pas tout de suite prendre ton pied au premier scénar, il y a un minimum de mécanique à avoir en tête. Par exemple là, la mécanique dont tu parles, c'est celle des pecs, c'est-à-dire que dans Sens Néant, j'explique rapidement pour les auditeurs, les pecs sont donnés, enfin les points d'expérience sont donnés au début en fait de l'épreuve, donc au début du scénario,
ou de la partie, je sais pas comment dire, de l'épreuve. Et les joueurs vont pouvoir, si ils se sentent une affinité avec un personnage non joueur, avec un objet, ils vont pouvoir se créer au cours de l'épreuve sans le dire à personne, un petit peu en secret, en douce, un lien qui va lui coûter un point d'expérience pour un lien d'intensité 1 et de nature élémentaire de son choix, et puis ensuite un autre point d'expérience pour le passer à 2, puis un autre point pour passer à 3, etc. etc. Donc en fait, on fait soi-même, on modèle soi-même son personnage en cours de partie. Là, à un moment donné, toi, il y a eu une séquence, première séquence, c'était une séquence d'énigmes finalement. Tout à fait. Et en fait, on avait évoqué le fait, avant de commencer à jouer, qu'il valait mieux, surtout pour une partie test, de faire des personnages qui seraient proches de nous. Et donc on a fait la création et moi je me suis plus basée terre et eau et finalement devant cette séquence d'énigmes, je m'étais dit que franchement ça m'aurait plus éclaté de faire une partie lumière et où tu m'avais dit mais tu sais à ce moment-là tu aurais pu augmenter ta lumière avec tes PX en faisant un lien avec le Sphinx, en disant que tu veux plus te retrouver à ne pas pouvoir résoudre des énigmes, etc. Et ça aurait pu augmenter ta lumière plus facilement. Voilà. Donc, juste pour expliquer la fiction aussi, c'est que première scène, en gros, on vous a confié, la princesse Azilise vous a confié une mission qui est d'aller aider une femme qui a été changée en pierre à l'autre bout, en Isandrie, donc dans un pays assez lointain de Mogosh, assez éloigné de la capitale. Et vous allez être conduit là-bas par des sphinx qui vous conduisent sur leur dos. Mais en échange, il vous demande de résoudre, le sphinx à la coiffe d'argent, qui est le père des sphinx qui vous guide, vous demande de résoudre une énigme qu'il vous pose. Et donc là, toi, tu as regretté de ne pas avoir finalement pris plus de lumière, c'est-à-dire de savoir, de connaissance, c'est l'élément qui symbolise le savoir et la connaissance, et là, ouais, tu as oublié d'utiliser du coup les PEX parce que je te l'ai pas rappelé. Donc voilà, c'est dommage parce que du coup, ça a nuit un petit peu à ton plaisir de jeu, tu vois, d'augmenter tout de suite le perso en disant... Oui, mais ça, c'est... Colline. C'est pas grave, hein, mais c'est vrai que de se dire, on n'y a pas pensé, c'est pas grave, mais c'est un petit côté frustrant aussi. Ouais, carrément. Je pense quand même qu'on se rôde assez vite, et puis il y a pas mal de mécanismes aussi qui rappellent, c'est normal, c'est cohérent, mais qui rappellent les volumes précédents de Sens. Donc je pense que les joueurs un peu rodés n'auront pas de problème pour s'y adapter. Ouais, ils verront ça assez facilement. Et puis ça reste un système sensien, donc ça reste un système qui est simple quand même. C'est vrai qu'on, là je l'ai pas dit dans la présentation, mais le système de jeu, la fiche de personnage de Sens, j'ai envie de dire normal parce que il est vraiment à part celui-ci, est vraiment similaire, et les mécaniques de jeu, parce qu'en fait là ici finalement les runes deviennent les éléments donc des septentriens. Mais finalement, c'est un peu les mêmes mécaniques. C'est-à-dire que c'est l'intention de ton action qui va déterminer avec quel élément tu effectues l'action. Et donc, quel chiffre on va aller regarder pour évaluer ton niveau dans le domaine. Donc, c'est vrai que c'est une mécanique qui est vraiment très identique à celle de Sens. Donc, les Sensiens ne seront pas perdus. Après, les PEX, les points d'expérience, dans Sens, il n'y en a pas. Il y en a pas. Par contre, le fait de rajouter des faits, c'est des choses qui sont auxquelles on est assez coutumier. Ouais, effectivement. Ça vous laisse sans voix cette partie. Non, moi j'ai pas mal de choses à dire. Attention à ton micro, Simon. Ouais, j'ai quelques petites choses à dire. En fait, ce que je pense faire plus qu'un jeu de questions de réponses, c'est de faire un petit débriefing en fait sur la partie, Donc au final, ça reste une partie extrêmement courte. Bon, c'est nous qui sommes pressés par le temps, c'est comme ça, mais on a quand même pu voir pas mal de choses de l'univers de Sens Néant. Moi, je vais annoncer que des points positifs, puis des interrogations. Première chose, c'est je suis totalement innocent en termes de sens, que ça soit sens renaissance, sens mort. J'ai jamais mis les pieds dedans. Donc là, j'ai découvert Sens avec Sens Néant. Donc que ce soit au niveau du système, au niveau des thématiques. Là, pour faire simple, je me suis retrouvé donc devant un jeu très très... alors, j'aime pas ce terme-là, mais je vais l'utiliser. Très poétique, en fait. C'est-à-dire un jeu qui laisse la part belle à l'imagination et surtout à de nouvelles formes, ou plutôt de nouvelles manières d'imaginer les choses. Et je trouve ça vraiment très très intéressant.
Simon. Quelque chose, moi, que j'osais pas faire quand je crée des concepts ou des jeux, c'est lâcher la bride comme ça sur des univers plus je vais dire soit plus pictural, soit plus poétique, soit plus littéraire, soit avec des codes et des conventions qui sont un peu brisés. Et je dois dire que là, en jouant toujours de manière courte, mais en jouant à Sens Néant, ça ouvre quand même quelques possibilités. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Alors, juste pour préciser aussi, parce que j'ai vu pendant la partie que ça vous avait choqué, l'humour dans le jeu, le petit côté décalé des personnages qui font des petites blagues, fait entièrement partie du système de jeu. C'est-à-dire que c'est bien précisé dans la base que le maître de jeu doit aussi faire sourire les joueurs en faisant intervenir des personnages, parce que j'ai vu que parfois on passe d'un truc un peu poétique avec des étoiles, des sphinx, des trucs comme ça, et puis d'un coup on voit une salamandre qui dit des bêtises, qui attend la pluie, ou une pierre qui se fout de votre gueule. Ou une pierre qui se voilà. Faut pas être susceptible en fait d'en Néant. Mais toi, Emmanuel, qui a fait la campagne, tu sais que c'est vraiment le genre de personnage. En fait, généralement, l'humour sert pour les personnages simples. Le fait que la pierre elle soit têtue. Non, tu passes pas. Tu passes pas. Tu passes pas. Tu vois, c'est le comique de répétition pour les personnages simples, il fait vraiment partie intégrante du jeu. Donc voilà, c'est juste pour... Ça participe justement du côté poétique de l'univers. Il y a une poétique un peu de l'absurde dans Sens Néant, notamment au niveau de ces êtres très monomaniaques que tu décris comme étant presque avec une pensée unique. Le tu passes pas de la pierre qui bloque l'entrée de la caverne, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... moi, je suis assez vierge de beaucoup de concepts de jeu, etc. Donc c'est assez quelque chose de nouveau pour moi d'arpenter ce genre de monde et j'ai beaucoup apprécié. Un autre point que je vais souligner dans le côté qualitatif, c'est effectivement le fait que, alors je sais pas si t'en avais déjà parlé avant, je me rappelle plus, le fait que le conteur de l'histoire, si on peut l'appeler comme ça, narre à la troisième personne du singulier. J'ai peur de me tromper. J'ai trouvé que ça participait vraiment à poser cette ambiance, encore une fois, poétique, de description d'un univers aux atours oniriques et finalement on se retrouve devant un jeu où le postulat est clairement établi. Voilà, vous êtes devant un conte avec ce que ça peut comporter comme couleur, comme élément de rêve, comme élément de magie et voilà. Et vous à l'intérieur, vous êtes des personnages de ce conte-là. Et moi j'ai trouvé que finalement on est devant quelque chose de très 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 honnête. On est devant un postulat qui paraît une fois qu'on est dedans, qui paraît vraiment presque facile à prendre en main, entre guillemets. Ah ouais. Et pourtant c'est pas ce qu'en disent les gens, hein, que souvent justement cette narration à la troisième personne c'est super compliqué. Même moi par exemple quand passé une certaine heure de la nuit, la narration à la troisième personne elle repasse en mode normal. Bon bah vous arrivez devant Colline, tu veux dire? Pour toi, certainement. Mais en fait, moi, je trouve que nous, en tant que joueurs, on s'y habitue très vite. Tout à fait, ouais. Ah, d'accord, ouais. Je veux dire, vraiment, je parle en tant que joueur. C'est le ressenti de joueur qu'on a, malheureusement. Et c'est une méthode de management de groupe de joueurs qui est intéressante à creuser, je trouve. Dans tous les cas, ça participe vraiment à construire cet univers dont je parlais. En fait, le truc, c'est que si j'ai voulu que ce soit détaché, j'ai voulu en fait que le compteur, un petit peu comme un décor, il ait une particularité qui fasse qu'il est en retrait par rapport au groupe des joueurs. Je voulais vraiment que le compteur, tu vois, le côté, je prends la narration à la troisième personne, ça extériorise en fait le compteur et ça fait comme si on était au cinéma. Vous savez, quand il y a le compteur qui commence à narrer une histoire et d'un coup on est plongé dans la scène et on n'entend plus du tout sa voix et voilà. Et moi c'est ça que je voulais faire ressentir. Et donc du coup quand les joueurs prennent la narration en main, ça donne cette impression que le compteur raconte ce qui est en train d'être dit, mais qu'on est vraiment en train de vivre le truc. Et moi c'est vraiment cette sensation là que je voulais
C'est la sensation en tout cas que moi j'ai ressenti et Colline aussi visiblement. Alors attention, hein, je dis pas que c'est quelque chose qui peut être adapté à n'importe quel jeu de rôle, mais dans tous les cas, ici, là, dans ce qu'on a vécu nous durant ces 2 heures, c'était quelque chose qui je peux pas dire qui reflétait parfaitement tes intentions, mais qui dans tous les cas amenait quelque chose de très très bon. Voilà. Donc c'est mon ressenti par rapport à ça. Après, je vais laisser les autres parler parce que je pourrais discuter toute la nuit, mais je vais réfléchir à ce que je vais dire par la suite. Non, moi je peux qu'abonder dans ce sens-là. Hein. Le côté poétique, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup accroché. Ouais, c'est très jouissif, c'est très fun. Bon, on passe 5 minutes à taper la causette à une araignée ou ce genre de choses. Que j'ai oublié d'ailleurs de refaire jouer par la suite, parce que logiquement, vu que t'avais donné un lien à cette araignée, non, elle est restée avec moi. Moi, je pense que ça me pouvait même devenir assez rapide. Enfin, là, vu sa faible intensité, j'aurais dû carrément accorder le fait que ce soit un myriadien apprivoisé, c'est-à-dire un objet finalement, enfin un objet non parce que c'est une créature, mais comme il n'y a pas d'objet, voilà, c'est que des créatures, mais une créature qui te suive et un familier comme on dit. On se retrouve très vite avec un bestiaire impressionnant et original. Sachant que voilà, ils ne sont pas forcément avec toi, mais tu peux les invoquer à tout moment, tu peux les faire venir et ils peuvent t'aider dans des conflits ou dans des combats. C'est vraiment le but aussi, tu vois, tu te retrouves avec un bestiaire impressionnant et c'est vraiment le but. C'est-à-dire quand, en présentation du podcast, je disais, c'est du crafting, c'est ça. C'est-à-dire que plus ça va, plus t'acquiers de l'autorité sur l'univers finalement parce que t'es apprivoisé à plein de personnages que tu peux faire venir, etc. Et un élément qui est intéressant de game design et qui n'a pas été précisé pendant la partie, c'est qu'un myriadien que tu as fait l'effort d'apprivoiser, tu peux le jouer. C'est-à-dire que tu peux le jouer en tant que personnage. Et par exemple, un exemple, dans la campagne, j'ai fait jouer une mini-campagne qui n'est pas la campagne principale avec Aloïs, Fly et Thomas Poussou. Et en fait, il y a un moment donné où Fly a été capturée par le méchant de la campagne et où, comme elle était captive, elle pouvait plus jouer son personnage, mais du coup, il y avait un myriadien apprivoisé, et donc elle a joué le myriadien apprivoisé jusqu'à sa libération. Tu vois, voilà, ça c'est un exemple de mécanique que tu peux utiliser. Au final, dans l'esprit de sens, ça symbolise aussi, là encore une fois, la libération du joueur, l'émancipation de sa volonté, parce que tu te retrouves au début à jouer qu'un seul perso, et au fur et à mesure, tu prends l'autorité, tu prends des parts en fait du maître de jeu, des actions chez le maître de jeu, et tu acquiers de l'autorité sur l'univers, duquel il était logiquement le seul et unique maître à la base. Mais toi, Emmanuel, qui a fait la campagne Sens Renaissance, Sens Mort, comment t'appréhendes cet univers? Est-ce que t'as pas peur que les joueurs qui sont habitués à de la science-fiction d'un coup se retrouvent plongés dans un univers et qui ressemble pas à ce qu'ils attendaient? Alors, Adrien m'a dit qu'il avait peur de ça et qu'il y avait même une de ses joueuses au départ qui avait réagi comme ça. Emmanuel. Effectivement, ça change. Alors il y a un premier truc sur lequel on n'a pas plus trop appuyé là. Je sais pas, je vais peut-être pas m'étendre dessus, ça compliquerait peut-être un peu le podcast. Mais le fait déjà qu'on joue nos bugs, qui jouent à ce jeu-là, même si on l'a pas fait ici sur ce one shot, ça apporte vraiment une dimension très intéressante où finalement nos bugs qui étaient pas habitués à ça se retrouvent dans une situation qui est extrêmement surprenante pour eux. En plus, ils vivaient pas particulièrement dans un univers ludique. Bon, même sans avoir fait les campagnes de Renaissance et Mort, on s'en doute, ils ont pas fait que des balades pour cueillir des fleurs et composer des chansons. En même temps, le personnage qui vient leur proposer donc on peut le dire, c'est Classis. Mm-hmm. C'est un personnage à qui on attribue beaucoup de poésie, de bizarrerie et tout, donc ça semble pas non plus, enfin, venant de ce personnage-là, ça semble pas non plus trop choquant. C'est pour ça que les bugs le suivent, je pense. Ça viendrait de quelqu'un d'autre, on dirait oh non, on a peut-être autre chose à faire là, on va se poser. C'est peut-être pour ça qu'on le suit, mais donc du coup, ça. Alors, il y a un double shift. Il y a le shift de se dire, voilà, maintenant, c'est mon bug qui joue le personnage. Donc, déjà, mon bug jouerait pas forcément le personnage comme moi, je jouerais le personnage. Il aura pas forcément les mêmes réflexes, ce genre de choses. Et ensuite, il y a le shift de dire, on joue
une entité extraterrestre. Donc bon, on reste quand même relativement dans la science-fiction. C'est vrai. Moi, en tant que biologiste, moi ça m'éclate ça de me dire qu'on se retrouve dans le corps d'une entité qui a des perceptions totalement différentes. Ouais. Est-ce que tu trouves que de ce côté-là, c'est réussi, c'est-à-dire que tu te sens voyager, ou il y a encore des choses qui seraient améliorables? Est-que toi, en tant que MJ, tu rajouteras des choses pour améliorer encore cette sensation-là? Alors, je pense qu'il faut bien faire l'effort d'exprimer le fait que on ne dit pas, mais on exprime un mantis, le fait qu'on reçoive comme ça. Je pense que ça demande un effort de la part de tous les joueurs dès le début, et peut-être que ça il faut pas hésiter pour un MJ à le rappeler, de bien formuler les choses de cette façon, parce que sinon on va juste jouer un personnage qui sera banal, et on va peut-être moins ressentir ce shift biologique. Ouais, d'accord, ok. Donc plus faire l'effort de décrire j'aimais tel mantis plutôt que de dire je dis ça. Voilà. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai fait la campagne, j'étais avec des joueurs qui en plus avaient déjà joué, donc tout de suite on se sont mis à discuter avec les pierres, à utiliser ce vocabulaire-là. Je pense que ça aide à l'immersion. D'accord. Okay. Donc ça fait partie des choses importantes, mais ça fait partie des choses qui moi m'ont vraiment éclaté. Donc je pense que en plus il y a de nouveau tout un univers extrêmement riche à découvrir. Donc c'est aussi un jeu à secret malgré tout, ouais. Et un one shot là-dessus, il y a pas le côté on apprend des choses sur l'univers et tout, c'est moins présent. Ouais. Mais je pense pas que les joueurs vont s'emmerder en disant merde, c'était cool sur la Terre, sur la Lune, j'aurais bien aimé y rester, parce que ils vont aller de l'avant. Hein. Il y a plein de choses à voir. Et au niveau de des liens avec l'autre sens et tout ça, ce dont on parlait un petit peu en commençant. Toi, en tant que joueuse, quand tu as découvert Sens Néant avec la campagne, j'entends. Est-ce que tu as été satisfaite? Est-ce que tu t'es dit ouais, c'est cool, il y a des secrets qui sont révélés, ou non, plutôt il y aurait tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as ressenti le côté le jeu me procure quelque chose pour l'autre jeu, en fait? Parce que ça, c'était une de mes intentions aussi de base. Ouais, alors il y a toute une partie extrêmement frustrante où on cherche les liens, on sait, on les voit, on les a sous le nez, mais on sait pas encore où ça va nous amener. Et je peux pas spoiler, mais encore une fois, comme très souvent, c'est une explosion de révélations, de sensations. C'est vraiment ce que je voulais, quoi. C'était que tu fasses le voyage et qu'à la fin, t'aies une sensation de dire ah ouais, en fait, c'est ça qu'on voulait nous dire. Ah oui, et ça vraiment un rapport avec ce qu'on joue et tout. Dire, je veux qu'il y ait le dépaysement du style, là, on est perdu. Puis d'un côté, une espèce de grosse récompense à la fin de se dire, on a appris ça, quoi. Et ça, c'est vrai que vous deux, vous êtes peut-être, Colline et Simon, vous êtes moins, à mon avis, ça, vous avez dû moins le sentir du coup, parce que, voilà, déjà, c'est très court. Et puis ensuite, toi, comme tu connais pas du tout. Alors, du coup, parle dans ton micro. Parce que oui, de fait, complètement. On est un peu fatigué là. On est pouf. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Ouais, alors c'est pareil, c'est des choses qu'on n'a pas du tout abordées ici. Mais donc certes, c'est très poétique, Sens Néant. Mais je voudrais quand même mentionner, alors je sais pas, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui aient un peu de bouteille pour dire s'ils ont la même sensation que moi. Peut-être que toi tu pourras nous éclairer, Rom. Ouais. Il y a quand même une violence extrême là-dedans qu'on n'avait pas retrouvé dans les deux précédents sens, puisque en fait les personnages sont composés de liens, ils sont attachés à des gens, ils sont attachés à des choses, et la possibilité de pouvoir perdre ces choses-là, j'ai trouvé ça, on l'a pas joué du tout. Ouais. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent. Alors ça le devient de plus en plus au fur et à mesure de la campagne. Et donc voilà. Alors ça c'est
j'ai trouvé que c'était un gros paradoxe et du coup quelque chose qu'on se prend d'autant plus fort dans la tronche. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où tout est beau, où les cailloux parlent, où tout le monde est sympa, où ça blague à tout va, et où quand même, quand il y a une agression, elle est moralement, psychologiquement extrêmement forte. Tu vas te faire arracher une partie de toi. Voilà. Mmh. Et ça, la campagne l'exploite très très bien en plus. L'objet de scénario que vous avez commencé à faire, parce qu'en fait vous avez fait que la première partie d'un scénario, c'est justement la femme qui s'est fait pétrifier, a été pétrifiée par un astronome, et cet astronome-là est, comment dire, sa femme s'est ôté ses sentiments pour lui, en gros. En gros, cette entrienne qui l'accompagne s'est ôté elle-même ses sentiments pour lui pour éviter d'avoir à souffrir de sa folie. Et du coup, elle a jeté ses sentiments dans une rivière et ça a tout un impact en fait sur l'univers dans lequel vos héros vont intervenir. Mais du coup, ouais, c'est arracher une partie d'elle-même comme ça pour la jeter. Et c'est vrai que ces gestes-là où les joueurs malaxent leur propre identité pour obtenir quelque chose sont souvent assez forts, et c'est vrai que ça fait souvent contraste, et c'est ça que vous avez un petit peu manqué dans le jeu. Mais là vous avez eu en grosso modo les ingrédients du jeu, c'est-à-dire le voyage, qui est vraiment une des thématiques du jeu, se balader, alors je sais pas comment vous avez éprouvé du point de vue des mécaniques, est-ce que vous avez ressenti ce côté on se déplace d'un point à un autre, on voit des paysages. Oui, mais encore une fois, malheureusement, de façon très courte, quoi. Donc après, oui, moi j'ai ressenti effectivement le voyage, mais bon après, pour l'instant, on a eu presque qu'un voyage, court. quoi. Ouais. Enfin, donc, oui, c'est vrai. On était quand même invités à voyager. Ça se sentait que c'était de l'aventure avec un grand A, c'est-à-dire on voyage, on découvre des choses, etc. Voilà, ça se sent aussi pour moi. Enfin voilà. D'exploration. Emmanuel. Et puis du coup, l'exploration, elle est vraiment présente au sens où quand on se retrouve, alors là on l'a senti rapidement, mais quand on se retrouve dans une ville, quand on se retrouve à Miroir, la Cité de Lumière, on a envie d'y passer des heures à explorer, quoi. C'est, on a presque envie de virer les autres joueurs, dire bon ok, le MJ, toi et moi on va causer, je vais explorer. Il y a ça, et il y a les PNJ, les personnages qui sont très hauts en couleur, qui sont intéressants, qui sont très nombreux, qui sont relativement bien décrits dans la campagne, et donc voilà, il y a de quoi passer des heures à le voyage, explorer. Il n'a pas uniquement lieu entre des pierres, des cailloux et des rivières, et il a aussi lieu par les personnages et les villes qu'on visite. C'est ça. Et en plus, j'ai trouvé que du coup, alors peut-être grâce au système, mais c'était facile de tisser des liens particuliers, et en plus avec une certaine finesse, une certaine subtilité avec ces différents personnages. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc le voyage, première thématique. Voilà, là c'est vrai que ça a été assez court, donc bon. Colline, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, moi un des trucs qui m'a le plus marqué dans ces quelques heures passées à jouer Sens Néant, c'est que malgré la durée brève de la partie, moi j'ai trouvé que ça soulevait plein de petites questions certainement, mais moi je trouve qu'il y a un fourmillement de possibles dans ce monde en fait. C'est qui est assez. C'est vrai que là où d'habitude on s'arrête à des concepts, là il y a plein de questions qui se posent, et donc puisque on avait dit qu'on ferait pas le podcast avant le podcast, mais voilà. Donc du coup je rebondis dessus, comme ça tu ne seras pas frustré. Il arrive un moment où, donc après avoir rencontré le Sphinx et résolu l'énigme, nous sommes dans le temple un petit peu laissés seuls face à nous-mêmes et face aux magnifiques fresques qui sont sur le mur. Et nous décidons tous ensemble d'aller explorer le mantis de cette fresque. Et ensuite, à force d'approfondir, on se rend compte que
Donc avec des êtres de pierre, et on se disait, enfin moi je me disais, il y a plein de possibles vis-à-vis de ça. Est-ce que ces créatures de pierre, ces géants de pierre qui ont l'air d'être véritablement doués de raison, est-ce qu'ils ont vraiment existé? On a vu qu'il y avait du désespoir, est-ce qu'ils ont existé, mais est-ce qu'ils n'existent plus? Ou est-ce que c'est simplement l'artiste qui a peint la fresque, qui les a imaginés comme ça, ils n'ont jamais existé. La seule chose qui les fait exister, c'est l'artiste lui-même. En fait, je pense qu'il faut préciser pour les auditeurs, c'est qu'il y a un rituel en fait dans le jeu qui permet d'explorer des objets de façon à soulever des couches de sentiments pour animer en fait les souvenirs de l'objet. Et donc quand on observe par exemple une peinture avec ce rituel, en payant un point de rayonnement, donc en dépensant un point, on va rentrer dans la peinture, mais au sens où elle va d'un coup devenir vivante et devenir en fait le monde, finalement notre décor. Et ce décor, vu qu'il est créé par un artiste peintre, en l'occurrence là c'était des peintures presque rupestres, enfin pas des peintures, des bas-reliefs on va dire dans un temple, est-ce que finalement l'histoire qui nous est racontée dans la peinture, elle n'est pas fictive parce que, imaginez, on ne sait pas si c'est la vérité qu'on nous raconte ou si c'est la vision de l'artiste. En l'occurrence c'est la vision de l'artiste. Mais on ne sait pas s'il a menti ou dit la vérité dans son Alors, justement, moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il a menti? Sachant que, du coup, je sais plus, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Le mensonge, c'est l'acide. Je pense qu'on l'aurait senti s'il y avait de l'acide dans cette fresque. Oui. Est-ce que l'imagination, est-ce que l'imaginaire, le fait de se dire, bah, ces structures de pierre, elles ont peut-être été animées, donc je les représente animées, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que l'art, dans ce cas-là, c'est un mensonge? Toi qui as fait la campagne, tu sais que c'est un des propos du jeu. Ouais. C'est de dire que justement, l'être humain, comparé au Septentrien, est une créature imparfaite, donc capable de mentir, capable de créer de la fiction, et que c'est ça qui fait sa liberté, justement. C'est un des points principaux du jeu. Donc, tu vois, est-ce que c'était de l'acide quelque part, ou est-ce que c'était pas plutôt une espèce de métaphore cachée du maître de jeu, en fait, du meneur de jeu, en fait, qui est juste un peintre. Vous étiez en train de faire avec un personnage un jeu de rôle. Dans ce jeu de rôle, vos personnages sont amenés dans une peinture, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça une régression. Colline, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, j'ai envie de dire que le mensonge, c'est d'essayer de faire croire que quelque chose est vrai en sachant pertinemment que c'est faux. Or, quand tu fais une peinture, tu peux pas prétendre que ce que ta peinture dit est vrai, puisque ça reste une peinture. T'essayes que ce soit crédible. Exactement, mais est-ce que c'est du mensonge? Finalement, Pour toi, le mensonge, il y a une prétention à dire la vérité, en fait. Oui, tout à fait. Et par exemple, là, on parlait du fait de se perdre dans l'obscurité. Donc, on imagine ce qu'on veut dans les ténèbres. Et est-ce que c'est un mensonge? Non, parce que nous-mêmes, on n'y croit pas. Et à partir du moment où il y a des personnes qui se perdent dans les ténèbres en pensant que finalement ce qu'elles voient est vrai, ça n'est plus un mensonge, c'est une erreur. Alors ça, c'est quelque chose pour les auditeurs qu'il faut préciser aussi, c'est que les joueurs n'ont pas autorité sur... le maître de jeu n'a pas autorité sur ce que les joueurs voient dans l'ombre. C'est-à-dire que le maître de jeu ne décrit que ce que les yeux de la lumière perçoivent, et c'est les joueurs qui décrivent ce que leurs alvéas voient dans l'ombre. Donc du coup, là par exemple, il y a eu le cas où il y avait une pierre qui bouchait une grotte sombre. Vous avez ôté la pierre d'une manière sur laquelle on va peut-être revenir plus tard. Et derrière, c'était sombre. Donc je vous ai demandé à chacun de décrire ce que vous voyez derrière la grotte. Toi, t'imaginais une forêt avec des arbres, etc. Donc du coup, toi, tu voyais pas une grotte, tu voyais derrière la pierre, il y avait un portail qui menait limite vers un autre monde finalement. Le symbole de la vie, tout simplement, en fait. Voilà. Alors que d'autres imaginaient une grotte assez menaçante parce s'ils en avaient peur. Comme toi, Fractal, je crois que tu as décrit une grotte avec des pierres. C'était très terre à terre. Une pierre était tombée, il y en avait d'autres qui allaient tomber. Voilà, c'est ça, ouais. Et toi, t'avais imaginé quoi? Simon, je sais plus. Tellement j'avais galéré pour la bouger cette foutue pierre que je revoyais mon échec. Ouais, voilà, ça, tu revoyais ton échec. Donc il revoyait une copie de ce qu'il faisait. On va même imaginer une espèce de mise en abîme comme ça. Exactement. Oui. Derrière, il y a une copie de l'échec, de l'échec, de l'échec. Mais voilà, donc chacun d'entre vous avait une description, ce qui fait que quand cet entra s'aventure dans les ténèbres, c'est le joueur qui fait lui-même la description de ce qu'il voit. Donc il est perdu dans la mesure où il n'y a pas le maître de jeu qui lui dit ce qu'il voit, et voilà. Ça, je précise ça Tout à fait, mais ça n'est pas un mensonge dans le sens où on sait que c'est faux et on ne prétend pas que c'est vrai.
Et moi, je pense qu'à partir du moment où la personne qui commence à croire véritablement que ce qu'elle voit est vrai, bon, c'est d'une part la folie, et d'autre part, c'est une erreur. Une erreur, c'est c'est prétendre que quelque chose qui est faux est vrai, mais en pensant que c'est véritablement vrai. Ça n'est plus un mensonge, tu vois. C'est des petites. Mais voilà, c'est une réflexion en tout cas que le jeu. Et puis ça voilà, n'est que mon avis. C'est une réflexion que le jeu t'a amené à avoir, quoi, à mener. Voilà. Donc tu vois, en 2 heures de temps, on en a des questions à se poser. Et encore, vous avez pas vu un élément assez important du jeu qui est parfois vous pouvez vous analyser vous-même. Et du coup, en fait, lorsque toi, par exemple, tu vas analyser Simon, bah, c'est Simon qui va mener le jeu. D'accord. Donc, tu vois, il va y avoir aussi des trucs comme ça. Donc, ça, en fait, le Sens Néant, c'est aussi un jeu qui parle de la relation du joueur et du meneur, du monde et du joueur. Et bah, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Voilà. Finalement, le monde, il est vu par le prisme de quelqu'un. Même, enfin, comment dire. Tu peux dire des choses et avoir l'impression que c'est pas un mensonge. Enfin, comment dire. Le mensonge, tu peux le proférer sans le savoir. Par exemple, pendant des années, par exemple, on dit souvent ça, mais c'est faux. Les gens n'ont jamais cru que la Terre était plate. Mais par exemple, imaginons qu'un jour les gens aient cru que la Terre était plate. Tout le monde disait la Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate. Voilà, les gens ont échangé un mensonge pendant des années en pensant que c'était la vérité. Et là, encore une fois, est-ce que Alors, c'est c'est un des menteurs mensonge ? ou pas ? Est-ce que c'est pas une erreur ? De pas être conscient, de pas dire la vérité, est-ce que c'est un mensonge ? Toute la question, quoi. C'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est pas juste se tromper ? Voilà. Mais bon, déjà, si voilà, typiquement, si le jeu t'a mené t'a emmené à ces réflexions-là, moi, je suis déjà vachement satisfait. Tu vois, en l'espace de 2 heures, si déjà ça t'a fait te poser toutes ces questions-là. Enfin voilà, c'est que le jeu. J'aime me prendre la tête. C'est vrai que toi, t'as cette. C'est vrai, tu l'as déjà dit ici, mais voilà, mais quand même, ça veut dire que le jeu, il invite, mine de rien, à se poser ces questions de relativité, de subjectivité, d'objectivité. Voilà. Et ça, c'était un des buts du jeu aussi, c'était de réfléchir à ça. Donc, on a dit le voyage, les énigmes, ça fait partie aussi du. Là-dessus, je m'inspire un petit peu d'un jeu au niveau des énigmes. Je m'inspire un peu d'un jeu, je sais pas si vous connaissez un jeu vidéo qui s'appelle Myst sur PC, où tu te retrouves. Heureusement qu'elles sont pas aussi calées que celles de Myst. C'est clair. Non, mais en fait, alors par contre, il y a un principe en fait dans Sens Néant, c'est que la réponse des joueurs est toujours la plus appropriée. Et donc du coup, en fait, même si toi, en tant que MJ, t'as prévu un super mécanisme ultra complexe de résolution de l'énigme, si les joueurs trouvent une réponse crédible, je dis bien crédible, il faut qu'elle soit crédible, c'est la bonne. Et donc ils expliquent en quoi elle réussit, etc. Il n'y a pas de souci. Bon là, l'énigme que je vous ai posée sur les Sphinx, c'était j'ai fait des montagnes sans pierre, des rivières sans eau, etc. C'était le peintre, la réponse que j'avais prévue, mais vous auriez très bien pu dire le rêve. Vous auriez très bien pu dire l'imagination, vous auriez très bien pu dire le mensonge, vous auriez très bien pu dire le conteur, voilà, il y avait plein de solutions possibles. Et en fait, de toute façon, quelque part, sauf si vraiment c'était totalement incohérent, et voilà, il y avait de fortes chances pour que vous réussissiez. Tu vois, le but d'une énigme dans Sens Néant, c'est pas de piéger les joueurs ou de vous n'avez pas trouvé ou de faire en sorte qu'ils attendent pendant 3 plombes. Le but, c'est juste de poser un problème pour leur faire créer de la fiction. C'est ça le but d'une énigme dans Sens. Donc faut pas, quand on parle d'énigme dans Sens Néant, faut pas imaginer que c'est une énigme comme on peut en poser parfois dans les jeux de rôle où si tu te sens que tu trouves pas, t'avances pas, quoi. Tu vois, donc là c'est vraiment pas le principe. Et puis le dernier point, c'est des interactions sociales avec les autres Centréens, mais ça du coup on l'a pas eu parce qu'on a fait qu'un voyage. Et il y a eu quelques interactions avec les Sphinx, mais pas du niveau de celle que tu soulignais tout à l'heure, Emmanuel, où tu t'arraches une partie de toi pour ne pas déplaire à machin. Enfin voilà. Moi j'ai eu une scène dans une de mes campagnes où il y a un joueur qui a dû se séparer de tous ses sentiments pour un autre parce que ça commençait à créer des conflits relationnels avec un autre PJ et tout ça. Et donc il lui a offert tout son amour pour l'autre. Enfin c'est vraiment des passages là au niveau des interactions sociales, c'est censé être les trucs les plus solides, quoi. Étrangement, Simon.
avec un jeu de ce type, on pourrait avoir ce qui peut arriver parfois dans des jeux space opéra ou même dans des jeux d'heroic fantasy, où finalement incarner des êtres si différents de l'humain pourrait être une barrière à l'interprétation, au roleplay ou tout simplement à la volonté du joueur de s'immerger dans un monde. Enfin, moi, de notre côté, enfin, Colin et moi, on joue pas mal avec des joueurs divers et variés. On a joué avec beaucoup de joueurs qui, lorsqu'ils incarnaient que ce soit un nain ou un orc ou autre chose, jouaient de manière très archétypale et parce que le côté non humain de la créature qu'ils incarnaient était justement un point de référence qui taillait dans tous les sens et donc qu'ils utilisaient au maximum. Le nain bourru, l'orc ultra violent, enfin voilà, dans l'idée. Il n'y a pas de cette entrée dans Donge, Dieu merci. Alors que là, finalement, d'incarner une race d'êtres différents, très caractérisés, très caractéristique du monde aussi dans lequel ils sont, n'est pas du tout une barrière. En fait, le jeu alors c'est des liens que l'on crée à la création de personnages, amène vraiment une vraie épaisseur en fait à la race des Septents. Des Sétantras. Moi, je ne parlerai pas de race. Je ne supporte pas ce mot. D'être, entre guillemets. Ouais. Oui. Créature, sétentrier. De créature. Et finalement, j'ai été assez étonné, moi, de voir que la barrière qui pourrait qui pourrait exister entre le joueur et son septantrat n'existe pas en fait. Nettement, hein. L'incarnation, l'immersion dans cet univers se fait comme une lettre à la poste. Hein. Pour moi, il y a pas de problème. Vraiment pour le coup. Alors je sais pas si ça passe par le système des liens ou si ça passe par le fait que de toute façon l'univers est tellement poétique que les créatures s'intègrent parfaitement dedans. Mais dans tous les cas, ça passe très 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 bien. Je crois que ça vient des éléments en fait. Ouais. Parce que du coup, il y a quand même toute une mystique des éléments, qu'on le veuille ou non. On est tous empruntés de cette mystique-là, le feu, l'eau, l'air, la lumière. Ouais. Ça nous évoque tous quelque chose et je crois qu'en fait, parce que finalement les atomes de sens néant à partir desquels on construit tous les faits, ce sont les éléments et ça nous parle. Les éléments, ça parle parce qu'il y a c'est chargé d'une mystique déjà. Je pense que ça joue quand même. Il y a une connaissance commune de ces thématiques-là, oui, effectivement. Ouais. Donc je pense que ça c'est Alors il y a une question. Alors ça c'est. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous saviez pas quoi faire? Parce que ça arrive souvent dans Sens Néant, des joueurs qui disent attends, on fait quoi? Peut-être ça vous arrive. Alors, moi, j'ai presque envie de dire, il y a des moments où on aurait envie de s'éterniser et où on se dit que peut-être qu'on devrait pas, en fait, ouais. C'est, alors après, voilà, moi, on a joué une très courte partie, j'ai joué la campagne au pas de course. Je pense que si j'avais vraiment la possibilité de la faire en tant que joueuse à mon rythme, ce qui n'arrivera pas du coup, mais tant pis, je pense qu'on a envie de pouvoir bien s'appesantir, de pouvoir bien approfondir, bien découvrir. Moi, je pense que tu peux te refaire la campagne, Emmanuel, sans souci, avec d'autres joueurs. Tu vas pas explorer les choses de la même manière là, parce que en fait il faut expliquer aux auditeurs ce qu'on a fait en fait avec Emmanuel, c'est qu'on a fait une campagne comment on a appelé ça avec Adrien, une campagne, merde je me souviens plus, je sais plus, c'est pas Sens Express mais c'est c'était du même campagne en une journée en gros. Le but c'est de faire la campagne de Sens Renaissance ou de Sens Mort en une journée. Tu fais la journée Sens, voilà, tu fais la campagne en une journée quoi. Et donc, il y a une méthode en fait qu'on essaye de mettre en place avec Adrien pour faire en sorte qu'un joueur, par exemple, qui a pas fait le début, puisse rallier une campagne plus longue, tu vois, de faire un Sens Express, quoi. Et donc pour Néant, c'est ce qu'on a fait. On a fait un espèce de la campagne en une séance, quoi. On a essayé de speeder avec Emmanuel. Mais je pense que vraiment, en faisant la campagne, en prenant ton temps, tu redécouvrirais le jeu encore et ce serait pas du tout pareil. Alors après, t'as lu le bouquin. Ouais. Donc du coup, tu te retrouves un peu là par contre, là, ça tu te retrouves spoilé de partout, mais du coup à explorer quand même, je sais pas. Et du coup, pour revenir à ta question, donc
on est beaucoup plus libre qu'à Renaissance, c'est sûr. On est un peu plus libre que dans Mort, mais je pense pas qu'il y ait vraiment des moments où on se retrouve à pas savoir où aller. Et puis on peut interagir justement suffisamment facilement avec tout l'écosystème, que ce soit les Sétentras ou les autres éléments, pour se redonner la petite impulsion. Et je pense que ça doit être justement très facile. Donc là, je me replace dans la peau du MJ, de donner quelques idées aux joueurs, de les aider, de leur donner la petite impulsion pour dire allez hop, allez vous promener un peu par là, il va peut-être se passer des choses. Ça, c'est une mécanique sur laquelle repose Sens Néant. C'est le mécanisme de réification en fait. C'est-à-dire la réification, c'est le fait de, en gros, baptiser un objet qui n'existait pas avant, de façon à le faire exister tout d'un coup. Genre par exemple, tu es en train de décrire un temple, on imagine, le MJ a dit juste, il y a un temple, un trône et un sphinx à la coiffe d'argent assis dessus. Toi, tu vas réifier en disant, je m'adresse à la colonne à côté de moi. Tac, tu t'introduis un nouveau personnage, c'est cohérent, c'est réifié, tout le monde est d'accord autour de la table, c'est tacitement, si les gens sont pas d'accord, de toute façon ils vont t'arrêter en disant attends c'est incohérent, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que si tu te retournes, tu dis je m'adresse à la voiture à côté de moi, tout le monde va t'arrêter, ça correspond pas du tout à la couleur dans ce sens néant. Mais par contre tu réifies la colonne, il y a pas de problème. Du coup ça oblige le narrateur à faire jouer la colonne et c'est comme ça en fait que tu crées ton univers aussi, tu te l'appropries en réifiant en fait, en obligeant le meneur, enfin le conteur en l'occurrence, parce que là vraiment c'est plutôt un conteur, à introduire les personnages que tu veux, parce que c'est toi qui dis. Comme quand vous êtes rentré dans la peinture, je vous ai décrit des paysages, etc. Et c'est vous qui, en dépensant des points de rayonnement et donc en explorant le tableau, avez inventé finalement les personnages. Voilà, j'aurais jamais décrit la tour si tu m'avais pas demandé de la décrire. Non, c'est toi, Colin, qui m'a demandé. Je me retourne vers Simon, c'est Colin qui m'a demandé ça. Je t'aurais jamais fait jouer le colosse si tu m'avais dit je vais vers le bâtiment. Non, là, t'as dit directement vers le colosse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qui est très important et qui est au cœur de la dynamique d'exploration de Sens Néant. Et c'est en ça justement qu'on est dans l'incapacité presque, j'allais dire morale, presque morale de ne rien faire en fait. Finalement, on est dans un univers où il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous que ne rien faire, ce serait vrai de mauvaise foi et de dire que voilà quoi. Enfin pour moi, dans tous les cas, j'avais plein d'idées sur plein de choses quoi. Donc ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi un petit peu dans le contraire, parce que quand tu te retrouves, c'est comme les systèmes de création, comme on a fait la création de personnages, où tu m'as regardé en me disant mais il y a plein de choses, et j'ai dit justement il y a trop de choses. Comment faire un choix quand t'as une possibilité infinie? Bon, je te dis pas, nous on n'a pas eu de problème. Moi je pense que la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut un petit temps d'adaptation. Ouais. Clairement. Bon là, on y a mis vraiment de notre bonne foi. On a essayé de rentrer dedans tout de suite parce qu'on savait que ça allait être court, donc il fallait pas perdre du temps à essayer de comprendre et de s'adapter, etc. Là, il a fallu faire très vite. Ouais. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Premier personnage qui s'est adressé à nous, quand il t'est tourné vers moi, tu m'as fait il va pleuvoir. Et je suis arrivée, je suis restée face à toi et je certainement avec les yeux un peu écarquillés et un moment de suspens, tu vois, il y a un ange qui est passé. C'était une salamandre. Et donc je pense qu'il y a un peu Romaric fait très bien la salamandre. Il y a un petit temps d'adaptation, voilà, pour te dire effectivement Enfin, tu es là et n'importe quoi peut venir interagir avec toi à tout moment. En fait, ça, c'est le genre de choses où vraiment je le fais en général au début, en fait, pour bien faire comprendre aux joueurs que tout peut parler. Parce que ils ont du mal au début, en fait, on a du mal à appréhender qu'on peut parler à un arbre. Donc, du coup, parfois, tu vois, je décris le joueur qui marche et puis d'un coup, je fais dire à un arbre dont ça te dérange pas de me marcher sur les pieds. Tu vois, genre, parce qu'il est. Et puis, effectivement, il regarde au sol, puis il marche sur une racine, tu vois, ce genre de truc. De toute façon, à lui dire, oh là, attention, rappelle-toi que tout peut parler, donc tu peux tout invoquer, quoi. Mais du coup, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai vachement rebondi dessus, puisque quand la salamandre a parlé avec moi, et qu'on a vu que les arbres étaient morts, je lui ai dit, ouais, tu te rends compte, même les arbres, ils disent rien. Oui, voilà, c'est ça. Et toi, tu m'as obligé à réifier, du coup, les propos des arbres. Mais du tu coup, m'as obligé à faire dire aux arbres des choses. Finalement, de donner vie à cette chose-là, ce qui m'a vraiment surpris
au premier abord, mais c'est normal. Voilà, il faut s'habituer un peu. Bon, on a beau faire l'effort, on n'est pas les joueurs idéaux peut-être. Ouais. Bon, dis donc. Ouais, il est tard. Après 1h30 du mat. C'est clair. Bon, à mon avis, on n'est pas à notre première faute de français sur le podcast de la cellule. Je vais me dire que ça y va. Au moins celui-là est corrigé. Ouais. Et il faut un temps d'adaptation, mais bon, après voilà, ça permet aussi de rebondir là-dessus. Mais pour moi, c'était cohérent que les arbres parlent pas finalement. Tu vois, c'était pas une erreur pour moi, c'était pas une erreur de ta part. Même t'aurais laissé comme ça. En fait, le truc c'est que n'oublie pas que le sens du mentis te permet d'isoler, et que tant que tu ne veux pas entendre, tu n'entends que cacophonie. Donc tu vois, du coup c'est même ce principe est expliqué finalement dans le système de jeu entre guillemets. Simon, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Je voulais digresser, mais je me suis dit que ça servait peut-être à rien. Donc voilà, ça c'est le principe de la réification. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, ça a un petit côté assez sympathique. Je suis en train de me rendre compte là du fait que finalement le moindre insecte, la moindre petite bestiole peut nous parler, même le moindre objet. On fait beaucoup plus gaffe, on va beaucoup moins facilement écraser un animal, on va beaucoup moins facilement briser un objet. Et je pense que ça influe énormément sur de toute façon tout le comportement, tous nos comportements, et ne serait-ce que les uns envers les autres. Et c'est peut-être ça aussi qui rend si fort le fait de faire du mal à un autre Sétantra. C'est que du coup, t'as du respect. C'est presque une fable écolo. C'est fabuleux, mais t'as un respect pour la vie qui est du coup profondément ancré. Il y a un côté, moi je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, Emmanuel, il y a un côté très japonisant dans le jeu, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire par rapport à leur culture des kami, des yokai, c'est-à-dire que chaque créature possède une essence, est capable d'émotions, habite un esprit, et dans des œuvres comme les œuvres de Miyazaki par exemple, ou par exemple le voyage de Chihiro, où on voit qu'il y a beaucoup d'objets qui sont animés, qui vivent, comme le château ambulant, où il y a un feu qui parle, voilà, on a un côté vraiment comme ça qui finalement en le rapprochant de certaines œuvres, on peut arriver à comprendre rapidement la couleur. Alors je dis pas que c'est hyper proche, qu'il y a des liens durs comme le fer, hein, mais je dis que ça peut être un bon système d'approche en fait pour le jeu. Et c'est le système que j'ai eu. Personnellement, moi, dès le moment où tu as dit les objets peuvent parler et ont une conscience propre, moi tout de suite j'ai pensé Camille. Et j'ai eu ma référence à moi, mais à notre campagne Sion, où on avait un personnage qui était issu d'un dieu japonais et qui éveillait comme ça les objets qui nous parlaient. Et je m'en suis inspirée pour mon roleplay, tout en gardant quand même la distance, puisque c'est pas la même chose. Parce que ils ne sont formés que des sentiments des personnes qui étaient à côté. Enfin, donc là, ils avaient pas vraiment de conscience propre. C'était plus des souvenirs que des vrais sentiments, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a aidé. Ouais, je réagis juste là un peu épidermiquement, mais Miyazaki, c'est relativement mignon, kawaii. Je voudrais pas non plus qu'on donne l'impression que Néant, c'est kawaii. Néant, c'est dur. C'est Attends, Simon, parle dans le micro. Je peux pas te dire, j'ai pas fait la campagne, mais moi, dans tous les cas, de ce qu'on a vécu là, j'ai pas du tout trouvé ça dur ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, pour le coup, on sentait bien qu'il y avait des thématiques qui étaient qui pouvaient être lourdes, mais dans des œuvres de Miyazaki, même que ce soit même le voyage de Chihiro, on a des thématiques aussi qui sont très très lourdes. Et même si le monde et les créatures peuvent être kawaii, comme tu le dis, je pense que, enfin, pour moi, ça ressemble. Après, effectivement, je suis comme on l'a dit au début. Mais t'es pas le seul à avoir pensé ça, puisque la première fois que j'ai fait jouer Sens Néant à Frédéric Sintès, il m'a dit exactement la même chose. Et il m'a dit voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors avec Frédéric, justement, il y avait dans le scénar qu'il a joué, il y avait des lapins qui parlaient et qui se prenaient pour des rois sous Mogosh dans des terriers, etc. Donc vraiment, il y avait en plus ce petit côté humoristique. Mais bon, Emmanuel a raison de souligner que ce petit côté humoristique, en fait, il tient tant que certains événements dans la campagne n'ont pas eu lieu. Parce qu'on va quand même parler, je vous rappelle que c'est quand même le mythe de l'Atlantide qu'on va raconter. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de vous attacher à ces personnages pour mieux les voir disparaître au fur et à mesure de la campagne.
Donc ça c'est vrai que c'est un point. On n'a pas vu l'aspect sombre de Néant. Là, on a joué dans voilà. Et donc et pour anecdote, il faut savoir que le Prosopopée, donc le jeu de Frédéric Sintès qui ressemble justement à cette ambiance Miyazaki-esque et tout ça, a dans ses sources d'inspiration Sens Néant. C'est-à-dire que c'est oui, j'ai lu ça. Ce que soulignait Fabien dans le podcast sur Prosopopée, c'est que finalement on s'est là-dessus avec Fred. On s'est vraiment auto-inspiré. Il y a eu des retours. Par exemple, le système, c'est assez marrant, c'est que le système dans Sens Néant de points d'immersion est inspiré du système de dons que Frédéric a mis au point. Et moi, inversement, en échange, si j'ose dire, lui, c'est en jouant à Sens Néant qu'il a eu cette idée de Prosopopée. Donc les deux jeux ont des liens comme ça, et donc les sources d'inspiration que tu cites, Miyazaki et tout ça, moi je les ai pas. Moi je connais pas Miyazaki, je connais pas Mushishi, je connais pas les inspirations de Fred, mais voilà, il y a trouvé ça. Bon, il y a vu ça. Moi j'y vois totalement autre chose, parce que justement il y a cette dimension de disparition et tout ça. Mais je pense que dans Prosopopée on peut le faire aussi par le vide. Mais attention, c'est deux jeux qui ont des dynamiques un peu. Colline, tu veux? Moi j'ai envie de dire, si on a envie de prendre une référence au yokai et à ces kami-là, sans avoir le côté de Miyazaki, où finalement c'est gentil, c'est peut-être plutôt Paprika, où finalement quand on voit cette espèce de, alors je pense que tu l'as pas vu, mais c'est pareil, c'est un peu sur la même thématique, enfin c'est sur la thématique du rêve, et c'est pareil, pendant un moment t'as un espèce de fanfare de parade des yokai, donc de tout ce qui est bizarre, de tout ce qui est flippant. Et là, pour le coup, t'as pas le côté c'est mignon, c'est joli, que je trouve pas forcément qu'on est dans le voyage de Chihiro. Enfin, je sais pas si bon, c'est pareil, hein, moi je suis pas trop les références vraiment, j'ai vu ça très adulte, etc., mais je trouve que dans Paprika c'est vraiment flippant, tu vois des trucs qui pour toi donc du coup peut-être plus aller voir dans Paprika pour retirer ce côté mignon que tu peux avoir au Camille, et ce côté juste que le yokai c'est juste déterminé pas par un truc qui est pour un enfant, mais juste parce que c'est bizarre, c'est anormal, c'est rejeté par la société. Les yokai, c'est des choses qui sont rejetées par la société en règle générale parce qu'ils sont bizarres. Qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir, exactement. Et c'est vrai que le film donc Paprika de Satoshi Kon, je crois, c'est ça, il me semble, hein. Et il me semble, ouais. Et quelque chose, plus que finalement l'univers Miyazaki-est, je sais pas comment on dit. Ouais. Du Miyazaki-est que nous souvent ça se rapprocherait pas mal, ouais, effectivement, de Sens Néant. Enfin, après, je suppose qu'on pourrait trouver quantité de choses. Et voilà. Et moi, avec je pense cette idée de rêve. Je pense que là, typiquement, on est dans le Sens Néant sans Classis. Je sais pas ce que t'en penses, Emmanuel, mais ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir quand on joue. En fait, je trouve que Sens Néant sans Classis ressemble beaucoup à Prosopopée. T'as joué à Prosopopée, Emmanuel? J'ai lu le bouquin, j'ai pas joué encore. T'as pas joué? Ouais. Parce que si tu t'enlèves toute la dimension, en fait, si t'enlèves Classis, t'enlèves toute la dimension sens de Sens Néant. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans une dimension prosopopéenne. Et en fait, quand Fred a joué à Sens Néant, en fait, il y a joué, il me semble, la première fois, sans Classis. Je suis pas sûr, mais il me semble. Mais même sans ça, de toute façon, Fred, il avait ça dans la tête depuis très longtemps, puisque Miyazaki et tout ça, il connaissait bien avant de jouer à Sens Néant. Mais ça lui a donné envie d'explorer comme ça lui a donné envie de faire Prosopopée. Et la plupart des gens qui jouent sans Classis disent: ah tiens, c'est marrant, ça me fait penser à Miyazaki, ça me fait penser à tout ça, et on retrouve des références. Ah, mais ça me fait penser à Prosopopée, ça me fait penser à tout ça. Donc là, voilà. Mais quand on joue avec Classis et dans le cadre de la campagne, moi, je trouve que le jeu, il change carrément du tout au tout, quoi. C'est peut-être important de préciser aussi que on joue avec Classis, mais que c'est pas juste au début où il nous dit bon on va jouer et qu'ensuite on joue tout le long. Il y a des retours. Disons que Classis fait des pauses dans le jeu, donc on se retrouve à rattraper nos bugs régulièrement. Donc c'est peut-être important de le dire, ça aussi. Il y a une histoire. En fait, Sens Néant, n'interrompt pas l'histoire des bugs. Voilà. Il se passe encore des choses. Et c'est juste au cours de Sens Néant, le Classis nous invite à faire une partie de Sens Néant, quoi. C'est aussi pour ça que je pense que ça tranchera pas trop avec le reste. Moi, je pense qu'en fait, alors souvent, c'est la question. Simon, tu avais envie d'ajouter quelque chose? Parce que tout à l'heure, je t'ai interrompu. Non, je me demandais ce que c'était sans Classis ou avec Classis. Voilà. Mais en fait, Emmanuel a répondu à la question, donc c'est voilà. très bien.
Moi, c'est la question que je me pose, et une question qu'on s'est posée beaucoup avec Adrien aussi, c'est Sens Néant, est-ce que c'est jouable en dehors de la campagne de Sens ou pas? Et moi, Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses? Alors, tu penses qu'on peut jouer à Sens Néant sans jouer aux autres sens? C'est un bel univers où on peut faire des chouettes scénarios, mais on perd quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Quelque chose de très très riche. Simon? Moi, je pense complètement, oui. À partir du moment où l'univers tient debout et à partir du moment où les thématiques peuvent être appliquées au jeu en lui-même et non pas au jeu et ce qui gravite autour, je pense qu'on peut y jouer, ouais, honnêtement. Enfin, après, on peut jouer aussi à des jeux finalement bien pires, donc il n'y a pas de problème. Peut-être quoi. du coup qu'on joue à Miyazaki dans ces cas-là. Bah ouais, exactement. Et moi, j'ai envie de dire que si tu veux jouer à Sens Néant sans avoir le côté sens, limite, il vaut mieux acheter Prosopopée. D'un autre côté, j'ai envie de te dire, tu nous as fait jouer ce soir. Sens Néant, sans sens. Donc, Tout à fait. Mais c'est un aspect, en fait, de Sens Néant. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment joué à Sens Néant comme les gens vont le jouer, les gens qui attendent, qui ont fini mort et qui vont jouer à Sens Néant, des gens comme Adrien, comme Jérôme, comme Emmanuel, qui ont fini Sens Mort avec leurs joueurs, ils vont le jouer. Si ce n'est pas déjà commencé, je pense qu'ils vont jouer d'une façon totalement différente et que ce sera pas comme ce soir vraiment. Et donc c'est un des problèmes en fait à présenter ce jeu en one shot détaché du reste, c'est que du coup, est-ce que on perd pas? Moi en tout cas, mon point de vue, c'est qu'on perd l'essentiel en fait. Alors ok, c'est sympa de jouer dans ce jeu-là et tout, mais j'ai l'impression qu'on fait quelque chose avec le jeu pour lequel il est pas vraiment fait. T'as des thématiques quand même. Simon. Je pense que tu as des thématiques trop fortes pour que le jeu ne puisse pas vivre de lui-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ne serait-ce que la thématique du mantis, cette thématique des ombres, etc. C'est des choses qui sont, même des éléments, c'est des choses qui sont tellement fortes que finalement le jeu il peut vivre de lui-même. Je pense. Elles sont tellement plus fortes quand tu... Oui, c'est ça. C'est que parce qu'elles découlent d'autre chose dans ce sens, s'il te manque ce quelque chose dont elle découle. Ouais, mais tu vois, c'est pas parce que je peux rouler en Porsche que ma Kangoo elle marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, dans l'idée, voilà. Non, mais carrément. Et en plus, je pense que c'est pas une Kangoo. C'est-à-dire que, à mon avis, t'arrives sur les deux jeux d'une façon différente et chacun voit dans le jeu deux choses différentes selon s'il arrive par sens ou s'il arrive par l'extérieur. Et puis le moment où tu quittes la route et tu valdingues dans le décor, c'est quand même vachement mieux en Porsche qu'en Kangoo, je trouve. Je sais pas. Ou pas. Disons que ça fait beaucoup plus mal au porte-monnaie et pour replacer dans le sens, ça fait beaucoup plus mal au cerveau et c'est beaucoup plus fort. Je pense, c'est pas. Moi, et toi, ton point de vue toi qui as lu Sens, comment est-ce que tu as perçu Sens Néant du coup? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses Eh bah, étrangement, lorsque tu as lu la description au début, ton texte, j'ai fait quelques liens, mais finalement, lorsque je l'ai joué comme ça, c'est vrai, je l'ai joué. Tu vois ? Je me suis pas, pour le coup, je me suis pas du tout pris la tête là-dessus à me dire, faut absolument que je vois ce que ça donne. Je me suis laissé jouer en fait, je me suis laissé prendre au jeu de la partie en fait, et puis. Ça marche. Et puis je suis restée dans les questions que me posait la partie elle-même plutôt que ce qu'elle me posait à l'extérieur, tu vois. D'accord. Donc finalement, je trouve que c'est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça veut dire que ta partie m'a pris assez pour que j'en oublie. D'accord. Ouais, ce que j'aurais pu faire comme lien. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non mais carrément. J'aurais pu rester pas hermétique, mais d'un regard analytique, et finalement, je préférais m'immerger. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être aussi vrai dans la campagne et c'est peut-être intéressant justement le moment où les bugs commencent à s'abandonner au jeu. Hop, c'est sympa, c'est rigolo. Et puis petit à petit, le maître de jeu, donc Classis les rattrape et puis là on commence à sentir la tension qui monte. C'est peut-être un côté montagne russe qui est plutôt pas mal. En même temps, moi, je trouve qu'il y a un vrai plaisir c'est pas contre-immersif de prendre du recul sur la fiction en se disant, mais où est-ce qu'il veut en venir? Quels sont les liens avec la campagne principale? C'est un autre plaisir. Mais c'est peut-être plus quelque chose que tu as après la partie, quand tu rentres chez toi, que tu te couches, que tu y réfléchis.
Et là, tu... j'aimerais te dire ça, mais en fait, quand tu joues avec Classis, comme les bugs peuvent intervenir, après la partie, on le joue aussi. Ouais. C'est après la partie pour les bugs, c'est le moment où il se retrouve. Donc du coup, tu joues le moment où le bug il va se coucher et où il réfléchit, il dit tiens, au fait Marius, quand il t'a parlé de ça, ça t'a pas fait penser à la manière dont on est né nous? Tu sais, puis paf, là t'as un gros truc comme ça et tu dis qu'est-ce qu'il veut dire Classis? De toute façon, c'est ça le truc, c'est que les bugs se posent cette question-là, les joueurs se posent cette question-là et il y a comme un parallèle entre le joueur et son personnage, entre les questions des deux et du coup c'est pour moi, c'est Sens Néant, ça fait partie de ces jeux où tu joues presque plus un personnage. Enfin, tu t'intègres tellement ton perso et ça c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment un point fort du jeu qu'on n'a pas pu tester ce soir. Donc c'est pour ça la question de est-ce qu'on peut finalement tester ce jeu sans Classis? Moi, la réponse que j'ai envie de donner, c'est non. Après, Adrien défendra que si c'est possible. Simon défendra que si c'est possible, puisque là, il l'a vécu, il l'a bien vécu. Après, je t'invite à jouer à Prosopopée. Oui, mais c'est pas le même fonctionnement, Prosopopée. Pas au niveau de... en fait, Prosopopée te donne encore plus de liberté sur ce que tu crées. Mais par contre, dans Prosopopée, t'as pas le côté je découvre quelque chose qu'un maître de jeu... Enfin, t'as pas le côté jeu à secret. De quoi ? Il n'y a pas d'intrigue. Si, parce que c'est les joueurs autour de la table qui l'a créé. Mais il n'y a pas de choses à découvrir. C'est ça. Et donc ça, ce plaisir-là de se dire, tiens, on va découvrir une histoire qui a été prévue à l'avance, ce que Fabien Hildwein appelle le mécanisme de rétention-fascination. Et j'aime beaucoup ce mot finalement. Je trouve, je dis finalement alors que je le dis finalement parce que je l'emploie tout le temps. Mais c'est en fait convient bien. C'est-à-dire que un des aspects sympas dans le sens, c'est que t'attends la suite. On te retient des infos, tu sais qu'il y a plus à creuser, tu sais que de toute façon il va y avoir des révélations et donc du coup tu les creuses et ça il y a un vrai plaisir à découvrir le truc par soi-même et aller chercher et alors que dans Prosopopée, puisque les joueurs créent le jeu ensemble, enfin ils créent en même temps en fait qu'ils découvrent, c'est ça qui c'est fascinant Prosopopée pour ça parce que t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je t'invite vraiment à y jouer. Oui, carrément. Et donc, mais c'est une sensation. Par contre, si t'aimes le côté mouchichi et tout ça, c'est une sensation que Prosopopée défend très bien. Après, je pense quand même que les deux jeux, même si l'univers est peut faire penser, les deux jeux clairement font penser l'un à l'autre. Il y a une génétique, ils font clairement penser l'un à l'autre, mais je pense que tu ne trouveras pas le même plaisir dans Prosopopée que dans Sens Néant parce que justement, dans Prosopopée, t'as moins ce côté rétention-fascination. Même si, parce que bon. C'est très complexe, Faut jouer aux deux et te dire tiens, je préfère plutôt ça ou plutôt ça. Et moi je pense honnêtement que les gens, si vous kiffez Sens Néant, vous kifferez Prosopopée, ça c'est sûr. Et si vous kiffez Prosopopée, vous kifferez Sens Néant. Emmanuel, t'as pas l'air convaincu par ça. Oh bah tu sais bien, moi il me faut mon jeu, il me faut mon... Ouais non mais vraiment Prosopopée, moi aussi tu sais je suis vachement MJ et tout, mais Prosopopée je trouve quand même qu'il y a ça on s'en passe bien. On s'en passe bien et ça fonctionne bien. Je trouve vraiment c'est un jeu un peu comme Polaris de Ben Lehman. C'est un jeu où t'as pas de MJ mais t'as quand même des joueurs en face de toi et donc t'as quand même ça fonctionne très bien. Vraiment moi Prosopopée c'est un jeu qui. Mais en tout cas je pense que si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre. Si vous avez aimé Prosopopée, vous aimerez Sens Néant, et si vous aimez Sens Néant, vous aimerez Prosopopée. Enfin, les deux jeux sont en connexion. Après, je suis pas sûr que, je sais pas. Je pense que ça reste quand même des plaisirs différents. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour faire un peu de publicité à Frédéric Sintès, des fois qu'on lui en ferait pas suffisamment. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter ou est-ce qu'on va se coucher? Ouais, non. Oh, tu t'as vraiment envie d'aller se coucher, toi. Non, j'ai envie de finir l'origine, en fait. Ah, d'accord. C'est donc ça, le petit vin d'Alsace. Non, alors je l'ai pas trop vu en jouant la campagne, on n'a pas trop eu le temps, mais c'est un peu plus présent dans le bouquin. C'est aussi l'occasion de découvrir Classis, alors que finalement. Donc on avait déjà une vague idée dans les campagnes précédentes que c'était un personnage haut en couleur. Ça se confirme et ça je trouve ça sympa aussi. C'est vrai que c'est lui vraiment chaque sens met un immortel au cœur de la rune. Donc Renaissance c'est Solipsis, Mort Finlong Finger et là vraiment dans celui-là c'est Classis qui est au centre dont on découvre la totalité de l'histoire en fait. Il n'y a plus de secret sur le personnage après je crois.
Donc ouais, c'est vrai que ça fait partie des choses intéressantes. Et du coup, on n'a pas pu vraiment le tester encore une fois dans Swanshot, puisque Swanshot était vraiment sans Classis. Je pense qu'il y aura peut-être éventuellement un autre ressenti avec Classis à faire. Mais bon, là, mon but, c'était de vous faire découvrir aussi. Au niveau des mécaniques, convaincu, je sais pas, ça, non. Si. À vrai dire, au niveau des mécaniques, c'est pas quelque chose de, j'allais dire de prépondérance, c'est pas le mot, mais c'est pas quelque chose qui m'a. Pas un système lourd, quoi. Voilà, c'est pas un système lourd, et j'ai beaucoup apprécié en fait. Donc, mais comme je te l'ai déjà dit, hein, après. C'est système de sens. Hein. Ouais, voilà. Le système de sens est entièrement comme ça. Donc, c'est pas. Plutôt quelque chose de simple, facile à prendre en main, facile à accepter. Donc voilà, pour moi, pas de problème, quoi. Okay. Ouais. Pas de réflexion là-dessus. Non, il est à la hauteur, comme les précédents. Non, mais vraiment, enfin, moi, je suis fan des systèmes de sens de façon générale. C'est peut-être le seul système que j'aurais réussi à prendre en main dans toute ma vie de rôliste. Je te remercie. Heureusement que t'es là pour me soutenir, ça me fait super plaisir. Non, mais moi je l'avais ressenti aussi quand j'avais joué à Sens avec toi la première fois, juste avant de t'acheter les bouquins. C'était bien preuve que ce que tu disais au début, que on pouvait pas forcément s'éclater avec une seule partie de Sens, et puis la preuve c'est le contraire, c'est que moi je me suis bien amusée. Bon, c'était. Ouais, en général je fais de la très mauvaise pub pour mon jeu. Ouais. Oui, mais on a vu ça. Voilà, je veux dire, à partir du moment où t'as quelqu'un qui joue une partie puis qui le lendemain arrive avec des bichetons et puis t'achètes tout ce que t'as, je veux dire, voilà. T'as attendu le lendemain, toi? Bah oui, parce que ça me motivait pas trop à 3h du mat d'aller au distributeur pour aller retirer de la thune, donc j'ai attendu le lendemain matin pour aller au distributeur, quoi. Mais je veux dire, moi je trouvais que le système avait bien marché aussi, et que à aucun moment je me suis dit non, c'est pas cohérent ou c'est bizarre. Enfin, mais globalement, en tant que maître de jeu, t'as toujours une espèce de frustration qui est putain, je leur ai montré même pas 1/100 du jeu, quoi, tu vois. T'as le côté t'as tellement envie de partager le truc en fait que du coup Enfin, t'es déçu. Moi, je suis toujours déçu après une partie d'initiation. Toujours. Même si la partie s'est bien déroulée, que les gens sont là à dire ouais, non, mais c'est vraiment bien comme jeu et tout, machin. Moi, je suis toujours là à dire ouais, mais bon. Donc, c'est vraiment pas vendeur. Mais non, mais c'est pas une posture. C'est-à-dire, moi, de base, je suis fier de mon jeu. Je le dis haut et fort. Je suis fier de ce jeu, je suis fier de Sens, je suis content du résultat, j'aime mon jeu au sens où je pense vraiment, voilà. Donc c'est pas de la fausse modestie. Parce que s'il faut être prétentieux, je suis prétentieux, y a pas de souci. Mais à chaque fin de partie, j'ai toujours ce petit truc de me dire merde, j'ai raté mon coup parce que je l'aurais. Ah, je sais pas. J'ai toujours une frustration, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Simon? Oui, mais c'est normal, c'est une volonté de bien faire. Nous aussi, quand on masterise des parties de Teocali en convention, on a toujours l'impression d'avoir raté un truc, d'avoir fait moins bien que d'habitude, voilà, pas comme on imaginait, mais ça, je pense que c'est quand tu présentes, c'est frustrant. Puis quand tu présentes ton bébé en convention ou à des gens, tu veux leur montrer quelque chose, t'es toujours frustré, toujours déçu parce que il faudrait étirer ta partie sur des heures. Il faudrait réussir à tenir une organisation mentale qui finalement physiquement avec des joueurs autour d'une table parfois s'écroule. Enfin voilà, il y a trop de variables. C'est clair. Et moi je pense qu'il faut se donner un ou voire deux objectifs. Moi en général quand je vais jouer une partie, principalement en convention, mes deux objectifs, le premier c'est d'amener un dilemme. Parce que moi j'aime bien prendre la tête, et puis parce que avec Teocali ça s'y prête tellement que ce serait tellement dommage de pas aboutir à ça, tu vois, de fixer des limites pour finalement ça passe comme une lettre à la poste, c'est un peu bête. Ouais. Et puis deuxièmement que les joueurs s'amusent. Moi après, comment s'amuse? C'est ça la question. Non mais je veux dire, après moi quand j'ai l'impression que mes joueurs ils sont pas amusés, ça m'est déjà arrivé. Alors je sais pas si c'était qui s'était pas amusé, mais bon, c'est l'horreur d'avoir des limites avec des lots, par exemple, dans les conventions, et qu'à 18h, il y a la distribution des lots, et que tes joueurs, il est 18h pile, tant bien que mal, t'as réussi à finir ton truc et tout, et tes joueurs partent.
Ils te disent rien, ils te font pas un sourire, ils partent. Ouais, et là, t'es vraiment frustré, tu te dis, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien? Je saurais jamais. Enfin, est-ce que eux, ils ont Là, ça. c'est frustrant. Ouais. Et moi, j'ai un joueur qui vient me voir à la fin de la partie qui me dit, c'était bien, moi, c'est gagné. J'ai envie de te dire, je cherche pas plus. Je serais de toute façon frustrée parce que de toute façon, il y a trop de choses qu'on a, quand on a édité le bouquin, on se dit voilà, il y a trop de choses qu'on n'a pas eu le temps de dire, qu'on n'a pas eu l'occasion de dire. Mais ça, c'est la même chose. Moi, je suis vraiment toujours frustré. Je suis fier de mon jeu, je suis fier de le présenter, mais je me sens toujours malheureux à la fin d'une partie. Je me dis putain. J'ai pas été au top, c'est à chaque fois pareil, quoi. Mais bon, voilà, c'est une attitude, hein. C'est pas, enfin, c'est un fait, quoi. C'est pas, Emmanuel. Moi, en tant que joueuse, c'est exactement comme quand je vais au cinéma ou quand j'ouvre un bouquin. Il y a un moment où, si on m'a pas surpris, si on m'a pas retourné le cerveau, si je me suis pas sentie mise un peu en danger, je vais refermer le truc ou sortir du cinoche et puis 2 semaines plus tard ce sera totalement oublié. Et typiquement Sens, c'est un jeu qui surprend tout le temps. Je pense que tu te planteras jamais là-dessus en fait parce que c'est un jeu à secret, donc ça vient de là. Mais il a une vraie richesse. Peut-être qu'il y a aussi le côté finalement je l'ai beaucoup maîtrisé. Donc du coup en fait moi, ce que j'aimais bien mais en fait, ça y est, je crois que je viens de comprendre un truc essentiel. C'est que, en fait, moi, par exemple, quand je joue à un jeu qui fait peur, quand je maîtrise un jeu qui fait peur, j'aime bien me faire peur en tant que meneur. Et quand je joue à un jeu qui est censé émerveiller, qui est censé surprendre, qui est censé se faire poser des questions, j'aime bien me poser des questions aussi en tant que meneur. Et le problème, c'est que Sens, j'ai tellement joué à ce jeu, je l'ai tellement présenté, qu'aujourd'hui, quand je le joue, je suis une machine, quoi. Et je te vois opiner du chef, Simon, t'es un peu pareil pour ça. Oui, c'est très difficile. Et du coup, tu vois, pardon, Simon, excuse-moi. Non, t'as raison, c'est très difficile de rester toujours la tête dans le guidon, dans le même jeu, dans le même univers, même si finalement tu reflètes ou tu fais refléter des thématiques très très différentes d'un jeu à l'autre, tu restes toujours finalement dans le même monde, avec tout ce que ça peut avoir comme largeur, et c'est fatigant, vraiment. Mais tu vois, d'où cette question, que je me pose de plus en plus, et quand je vois Emmanuel, quand je vois ton enthousiasme, Emmanuel, quand je t'entends dans les podcasts, je me dis, mais pourquoi je continue à présenter mon jeu en fait? Allez, dors les vieux places à la jeune génération. Ouais. Non mais c'est vrai quoi. Tu vois le truc, tu fais en fait et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais plus trop de salons ou moins de salons en tant que meneur de Sens et que je vous laisse mener Sens parce que vous avez vraiment le truc de mais c'est horrible à dire mais quoi qu'il se passe, l'auteur ce sera toujours pour peu qu'il soit un peu investi, ce sera toujours le meilleur ambassadeur de son jeu. Indéniablement. Et ça, c'est toujours le problème, c'est que t'as envie de laisser la main à d'autres personnes qui sont plus passionnées que toi, parce que finalement, c'est vrai que toi, ton jeu, t'as envie de le lâcher. T'as envie de le laisser presque vivre sa vie au bout d'un moment. Ouais, clair. Mais ça n'aura jamais le même impact que ce soit fait jouer par l'auteur ou par quelqu'un d'autre. Il a beau être 3 fois plus passionné que toi, peut-être autant passionné que toi au début quand tu t'es embarqué là-dedans et que tu débordais de créativité. Mais en fait, c'est pas que je déborde pas de créativité, c'est que ou que je déborde plus de créativité, mais c'est que c'est vrai que j'ai tellement fait jouer à mon jeu qu'il ne me surprend plus. Oui, tu as de la créativité, horrible. Mais cette partie-là, tu la connais tellement que finalement t'as plus de fantasmes à y mettre, quoi. Ouais. C'est le problème aussi des parties dont on sait qu'elles marchent en convention, donc on tourne beaucoup sur celle-là. C'est clair. Moi, je vois que par exemple Blue Sky, elle fonctionne, mais à plein ballon, quoi. Les mecs, ça adore ça, quoi. Les rôlistes, ils aiment se faire surprendre par Blue Sky, quoi. Et généralement, ils se la prennent. Alors, il y a des fois où ça rate aussi. Il y a une fois sur 10, ça rate. Mais vraiment bien. J'en ai pas encore fait 10. C'est celle que t'as joué. Et parfois, ça rate parce que t'as un joueur qui trouve tout de suite ou je trouve ça naze. Enfin, tu vois, voilà. T'avais trouvé tout de suite, toi, Colline, non ? J'ai rencontré quelqu'un qui, avant que je joue à Sens, je lui avais dit
Je lui avais dit, mais j'en ai rediscuté avec lui après, et puis j'avais dit, je vais jouer à Sens et tout, et puis il m'avait dit, moi, je suis pas accroché, j'ai compris dès le début. Ouais. Et tu vois, c'est peut-être une des fois où ça a raté. Ouais. Certainement. Oui, certainement, parce que ça a raté dans ta région. Tout ce que je veux dire, ça a raté dans ta région. Comment ils s'appelaient? Je suis sûr que c'est des joueurs des rôlistes rouennais. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Et c'était effectivement les joueurs qui ont fait la partie des rôlistes rouennais. Ah, c'est génial. Tu vois, j'ai deviné. Par contre, il a eu la gentillesse de pas me spoiler. Non, mais c'est bien, ouais. Et justement, c'est une des fois où ça a complètement raté. Et ça a raté, mais c'est marrant parce qu'après, je suis revenue le voir et je lui ai dit, excuse-moi. Donc, on a vu que c'était la même partie à peu près qu'on avait fait. Je lui ai dit, excuse-moi, mais moi, je suis pas d'accord. Mais moi, ça a marché à fond les ballons. Je suis rentrée dedans. Je me suis écrasée contre ton truc. Et puis j'étais un peu hébétée, quoi. Et voilà, c'est là qu'on a vu voilà, que... c'est là. Blue Sky, ouais, mais parfois, parfois, il y a certaines personnes avec qui ça rate. Et voilà. Comme tout, hein, tu sais, nous aussi, il y a des parties de Tokyo qu'on a fait jouer ou qui ont été fait jouer par d'autres personnes et qui n'ont pas marché du tout. Bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Tu sais, même le meilleur film, je veux dire, moi, je connais des gens qui ont détesté, je sais pas, Citizen Kane, par exemple, tu vois, et voilà, alors que c'est un monument et que la majorité des personnes apprécient. Donc c'est comme ça. Hein, tu trouveras toujours des personnes qui n'apprécient pas. Bon, bah voilà. Hein. C'est formateur quelque part aussi. Ça met quand même une grosse pression justement de prendre le relais comme ça, de se retrouver en convention avec Monsieur Romaric Briand qui a son stand en bas et de dire bah voilà, si je loupe ma partie, les mecs iront pas acheter le bouquin en sortant. Mais non, il n'y a pas de pression parce que moi je m'en fous. Enfin, je veux dire moi je pense que de toute façon un jeu de rôle ça marche au bouche à oreille. Et uniquement au bouche à oreille. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux le mettre dans un magasin, tu peux faire de la com sur internet autant que tu veux, autant commentant. Il n'y a qu'une seule chose qui marche en jeu de rôle, c'est le long terme et le bouche à oreille. Le mec qui a entendu, moi j'ai fait une partie de ce jeu, ça marche bien, ouais, moi j'ai fait une partie, j'ai trouvé ça pourri. Et le mec il va choisir, il va faire son choix et au final il se fera sa propre opinion. Mais moi je pense Emmanuel, avec la passion que tu as pour Sens, mais tu peux pas rater. Tu peux pas rater, Emmanuel. T'es invulnérable, t'es invincible. Tant que t'as l'étoile comme ça, tant que t'as les étoiles dans les yeux, enfin, tu peux pas rater. Sens, c'est un jeu de passionné, c'est un jeu à secret, c'est un jeu où parce que toi, en fait, le truc, c'est que t'es tellement à bloc, je pense que les gens, ils se disent, putain, mais si elle est à bloc comme ça, c'est qu'il doit y avoir tellement de choses. Et du coup, de toute façon, enfin, voilà. Alors que moi, par exemple, qui commence un petit peu en tout cas sur Sens Renaissance, parce que tu vois, Sens Néant, je prends encore beaucoup de plaisir à le faire découvrir et tout. Peut-être moins dans cette version-là. Je préfère la version classique et tout, mais bon, bref. On a fait une partie récemment ensemble, Emmanuel, la partie de campagne en express, là. Putain, la fin, moi, j'en tremblais, quoi. Hein. C'était bon, quoi. Il s'est passé des choses autour de la table. C'était grosse tension dramatique et tout. Enfin... Voilà, donc c'était intéressant, tu vois. Je dis pas que je ne vis plus du tout ces sensations-là, au contraire, hein, je les vis encore. Mais par contre, sur Sens Renaissance, c'est sûr, quand tu fais jouer un Blue Sky en convention, je sais pas si tu vous rendez compte, ce scénar, je l'ai fait jouer plus de 50 fois. On a calculé, je l'ai fait jouer plus de 50 fois. Donc voilà, une cinquantaine de fois. J'imagine la saturation. Voilà, au bout d'un certain moment, t'es là, bon bah voilà, tu... Alors c'est l'ennui aussi d'avoir une hexalogie avec 6 bouquins qui se spoilent les uns les autres. C'est que tu pourras jamais et tu pourras jamais finalement faire des scénarios d'introduction sur Néant ou sur Mort ou Cosmo parce que tu risques d'avoir des joueurs qui n'auront pas encore joué à Renaissance. Là tu vois, j'ai essayé de faire un Sens Néant en introduction, d'introduire avec Néant finalement Simon puisqu'il connaît pas du tout. Moi je me retrouve assez frustré au final. Par contre je suis content parce que du coup Sens Néant ça le spoile pas du tout pour la suite. Je pense que Colin elle peut commencer Sens Renaissance les doigts dans le nez tranquillos, il y a pas de souci, ça va pas spoiler au point qu'ils pourront plus jouer. Enfin tu vois, je pense qu'il est peinard quoi. Mais du coup tu vois c'est intéressant d'avoir mon ressenti par rapport à ton jeu et de se dire justement qu'il fonctionne seul parce que moi rien qu'avec ce que j'ai découvert là, j'ai envie de découvrir la suite de l'histoire de ces êtres sur Myriade, tu vois. Et donc c'est en ça qu'il fonctionne seul, tu vois ce que je veux dire. Il faudra que tu attendes encore 2 campagnes avant d'arriver à cette campagne-là. Mais 2 campagnes qui déchirent, pas de souci. Mais bon voilà, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour de la question sur est-ce qu'il peut se jouer. On a peut-être même beaucoup digressé. Beaucoup digressé, mais de toute façon, voilà, c'est un podcast sur Sens. Hein, c'est pas un vrai one shot parce que, enfin,
ici, il y a des gens qui apprécient le jeu, il y a des gens qui me connaissent aussi personnellement, donc on va pas non plus, tu vois, typiquement la condition du vrai one shot, c'est soit la condition qu'on avait eue la dernière fois quand Simon et Colline étaient venus présenter Théo Cali, où là tu te retrouves avec une bande d'acharnés qui vont, ok, les auteurs ils sont là, mais on va y aller franco, on va vous dire ce qu'on a trouvé, ce qu'on a, tu vois, soit ça, soit le one shot où justement il n'y a pas d'auteur autour de la table, on joue le jeu comme on le Rome, tu sors et maintenant on va discuter. Hein. Ouais, c'est ça, en gros c'est ça quoi. C'est vrai que bon, quand l'auteur est là, c'est comme le one shot qu'on a fait avec Fred, bah voilà, Fred il est là dans la pièce, on l'apprécie beaucoup, on apprécie énormément son jeu. Voilà, on est là pour dire pour le soutenir et pour soutenir son jeu et voilà, c'est pas la vraie condition du one shot, donc autant parler de sentiments au sujet de ce jeu. Moi, mon sentiment, c'est que Sens Néant, c'est mon meilleur jeu. C'est mon meilleur jeu. Je pense que c'est triste, mais j'ai l'impression que je ferais pas mieux dans ma vie, quoi, que Sens Néant. C'est peut-être parce que c'est le dernier sorti, hein. Peut-être que je me dirais de Cosmo après. Cosmo, ce sera ton meilleur jeu. Ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien. J'en suis très fier, mais je suis un très mauvais ambassadeur de mon propre univers. Et ça, j'en prends de plus en plus conscience. Avec le podcast de la cellule notamment. Peut-être pour faire écho à d'autres podcasts. Donc de ce que j'ai vu du manuscrit en cours, j'ai pas vu la version finale, mais je pense que ce sera beaucoup plus facile à masteriser. Donc là-dessus aussi, je pense qu'il y a aussi encore un progrès. On verra. Il y a des très bonnes idées en tout cas. Merci à vous de vous être prêtés à cette petite expérience du one shot Sens Néant. Et quand est-ce qu'il sort alors je sais pas à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre ce podcast. Peut-être même ce podcast sera diffusé après sa sortie. Je sais pas. A priori, en tout cas à l'heure où on enregistre, dans très 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 peu de temps. Donc, c'est génial. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. On vous laisse là-dessus. Bye, on va boire le Riesling.